allez bien en cette fin d'année 2021. On va commencer. On a quelques personnes qui sont déjà connectées. Donc, on va débuter le live. Je vais me présenter rapidement. Charlène Ongota, je suis la présidente de l'Institut Concorde. Donc, juste brièvement, l'Institut Concorde, c'est un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion sur le Gabon. Et nous lançons aujourd'hui la première session de nos entretiens avec des professionnels de santé. Donc, c'est vraiment une chance pour nous de commencer par cette thématique qui est la santé publique. Je pense que c'est le sujet du moment et c'est vraiment important pour nous de l'aborder. Avec moi ce soir, j'ai Jocelyne Pambo qui va se présenter. Donc, Jocelyne, je te passe la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Charlène, merci de m'avoir passé la parole. Alors, je m'appelle donc Jocelyne Pambo, je suis membre actif de l'Institut Concorde. Je suis également donc docteur en sciences de l'éducation et formatrice du secteur médico-social. Et c'est la raison pour laquelle donc j'interviens également aujourd'hui sur le domaine de la santé publique, qui est un secteur qui me concerne également. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup pour ta présentation. Nous avons la chance, donc, comme je disais tout à l'heure, d'être accompagnés par deux professionnels de santé. Ce sont deux femmes qui nous accompagnent ce soir. Donc, je vais également leur passer la parole pour qu'elles puissent se présenter. J'espère que vous m'entendez bien. On a une grosse pluie à Libreville. Ce sont les aléas du direct. Je suis vraiment navrée, mais on espère vraiment que ça tienne. Donc, on va accueillir nos invités. On a Denise Aplogan et Christelle Sissou. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je vais commencer par Christelle. Christelle, est-ce que tu peux nous laisser vous présenter? Je vais commencer par présenter. Christelle, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Christelle Sissou. Je suis psychologue clinicienne et psychopathologue. Je suis en service au Centre national de santé mentale de Libreville. Je crois que pour le moment, c'est bon. Très bien, merci Christelle. Très contente de t'avoir parmi nous dans ce panel. Je pense que tu nous apporteras plein d'informations sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Et ensuite, on a le docteur Denise Aplogan. Je vais également vous laisser vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, et voilà, tout simplement. Merci. Bonsoir Charlène, bonsoir Jocelyne, bonsoir Christelle, bonsoir tous ceux qui sont à l'écoute. Je suis docteur Denise Aplogan, je suis née à Gano Ongota, spécialiste de santé publique et économiste de la santé. Donc, je suis actuellement à la retraite. J'étais directrice générale adjointe à la direction de la prévention du sida au ministère de la Santé. Très bien, merci pour la présentation. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a vraiment la chance d'avoir deux professionnels avec nous. Donc, ce sera vraiment l'occasion aussi pour vous de poser vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions précises, particulières, que ce soit en lien avec le sujet ou que ce soit de manière générale, on est là pour apprendre, on est là pour échanger et pour passer un bon moment, tout simplement. Voilà. Nous avons décidé de séquencer cette première interview, ces premiers entretiens de la manière suivante. On va partir du général, c'est-à-dire qu'on va aborder la question de la santé publique dans sa globalité actuellement au Gabon. Ensuite, on va déboucher sur la question plus précise de l'impact, potentiel impact de la surmédiatisation du Covid sur le traitement d'autres maladies, telles que par exemple le VIH ou le paludisme. Et ensuite, on débouchera sur des préconisations de vous en tant que professionnel de santé. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour améliorer le système de santé, par exemple, gabonais, au regard de la crise qui sévit actuellement depuis 2 ans. Donc, Jocelyne, je vais te passer la parole pour que tu puisses nous contextualiser un peu la santé publique sur le territoire gabonais et ensuite entamer avec cette thématique numéro 1 qui est l'état des lieux justement de cette santé au Gabon actuellement. Merci. Ton micro. Oui, excusez-moi. Oui, merci Charlène donc pour la présentation de l'Institut Concorde et merci à Christelle et à Denise aussi pour vos présentations respectives et surtout d'avoir accepté notre invitation. Et donc, comme Charlène l'a évoqué, si nous sommes donc réunis aujourd'hui, c'est pour qu'on discute en fait ensemble
de l'impact de la COVID-19 sur les autres maladies infectieuses et non transmissibles qui sévissent actuellement. Et en effet, il s'agit d'un problème de santé publique, d'une part par la pandémie actuelle donc de la COVID-19 qui sévit dans le monde, mais aussi avec les maladies infectieuses et non transmissibles qui font l'objet de problèmes de santé publique depuis plusieurs décennies déjà, notamment au Gabon. Et en fait, on peut le constater d'ailleurs avec le budget alloué de l'État dans la santé, qui est quand même de plus de 158 milliards, même s'il reste quand même derrière les finances publiques, la défense et l'éducation nationale. Mais bon, après ça, ce serait une autre discussion. Et donc aujourd'hui, finalement, avec cette pandémie, en fait, il est question de savoir si la surmédiatisation, que je mets entre guillemets, de la COVID a eu un gros impact sur la prise en charge des autres maladies telles que le VIH, la tuberculose, le paludisme et bien d'autres maladies où on recense quand même de fortes augmentations de cas depuis 2020 comparé aux années précédentes. Je vais donc donner quelques chiffres pour voir un peu plus clair. Alors, par exemple, avec par exemple plus de 46 000 décès supérieurs en un an du palu, notamment dans les zones endémiques. Donc là, c'est de manière générale. Et pour la tuberculose, par exemple, l'OMS a noté que le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées atteintes de cette maladie est passé de 7,1 millions en 2019 à 5,8 millions en 2020. Ce qui peut signifier que finalement, beaucoup moins de personnes ont été diagnostiquées, traitées ou encore ont reçu de traitements préventifs contre la tuberculose par rapport à 2019. Et il en est, c'est idem également pour le sida ou encore concernant les troubles psychotiques ou psychologiques où d'ailleurs il a été quand même difficile de recenser le nombre de contaminés. Enfin, voilà, tous ces chiffres montrent en fait l'impact, si on veut, de la COVID-19 en fait dans le traitement et la prise en charge de ces maladies dites tropicales entre guillemets. Et finalement donc pour aller dans le vif du sujet et faire un état des lieux sur la santé, j'aimerais finalement Madame Sissou ou Madame Aplogon qu'on parle finalement de ces maladies au Gabon particulièrement. Et quelles sont les maladies les plus quelles sont les maladies les plus récurrentes finalement dans nos hôpitaux, celles qu'on rencontre tous les jours et qui font des dégâts? Je peux peut-être répondre. Bon, d'abord, je voudrais circonscrire un peu certains points parce que quand on parle de maladies non transmissibles, ce sont des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, ce sont des maladies qui sont non transmissibles. Et puis, on a la panoplie de maladies infectieuses, dont le VIH, on a donc les infections pulmonaires, on a le VIH, on a toutes les MST, hein, ce sont donc ces maladies-là qui donc il y a une différence. Alors, au Gabon, normalement, la première cause de mortalité, c'est le palu. C'est le paludisme. Nous sommes dans une zone endémique. Donc, ça veut dire que le palu sévit toute l'année dans notre zone et c'est vraiment une maladie qui peut être très grave, surtout chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. Le palu, on a connu quand même une diminution des cas de palu ces dernières années par rapport à ce que c'était dans les années 80, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Il y a des programmes, le palu a un programme national qui lutte donc contre cette maladie où il y a beaucoup d'actions de santé publique qui sont menées. Donc, on avait ces derniers temps une diminution quand même notable des cas parce qu'il y a eu non seulement l'avènement des ACT qui sont des composés thérapeutiques à base d'artémisine
et qui ont révolutionné un peu le traitement du palu parce que ce sont des médicaments très efficaces. Donc, ces traitements-là qui sont souvent combinés ont eu un effet positif et on a vu la mortalité diminuer chez les enfants de façon notable. Il y a eu aussi la distribution des moustiquaires imprégnés cela est fait à travers le pays et tous ces éléments ont permis quand même de diminuer les cas de paludisme. Aujourd'hui, par rapport à la COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé avec la COVID, il y a eu des confinements, donc les gens ne pouvaient pas aller sur le terrain, les gens avaient du mal à se présenter dans les hôpitaux, il y a eu un certain nombre de restrictions qui ont fait que les gens sont restés chez eux et déjà au départ, nous avons, ces maladies-là sont sous-notifiées parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'automédication et ce sont des cas qui ne sont pas enregistrés par le système. Bon, dire aujourd'hui que le système est paralysé, c'est trop dire. Il y a eu au début de l'épidémie quelques difficultés, surtout avec le confinement, les gens ne savaient pas trop où se présenter, comment faire, mais très vite, le ministère de la Santé a pris les choses en main et réorganisé la prise en charge. C'est vrai qu'au début, il y a eu, les gens avaient l'impression qu'on ne s'occupait que de la COVID et tout de suite, il y a eu des actions qui ont été prises par le ministère de la Santé et on a organisé la prise en charge de la COVID et rappelé aux populations que les systèmes de santé a mis en place des structures. Hein. On a vu, par exemple, que les centres de santé périphériques au niveau de Libreville pouvaient prendre en charge les gens jusqu'à 20 heures. Donc, c'était quand même une nouveauté qui a été due à l'avènement de la COVID. Donc, les gens pouvaient aller se faire soigner jusqu'à 20 heures dans le centre de santé de leur quartier, dans les quartiers qui en ont. Donc, on ne peut pas dire que la santé publique a été paralysée à cause de la COVID. Au départ, c'était un peu difficile, mais les choses ont été reprises en main et réorganisées. Mais ce qu'il y a, c'est que la COVID a eu d'autres effets adverses qui n'étaient pas attendus et ça a eu aussi un impact certainement négatif sur la population, notamment tous ceux qui ont perdu leur boulot, les gens qui travaillaient au jour, qui avaient des boulots au jour le jour, donc qui ne pouvaient pas à cause du confinement. C'est sûr que ça a eu un impact négatif auprès de ces gens-là sur le plan économique. Concernant le sida, il y a eu, comme avec tous les autres programmes, une réorganisation. Le sida, la prise en charge a été réorganisée et pour permettre aux gens de rester chez eux, la prise en charge a été revue. Donc, les malades avaient juste de 3 à 6 mois de traitement pour leur permettre de rester chez eux. Et on a vu aussi quelque chose de nouveau lors de la COVID, c'est que les relais communautaires aussi se sont développés. Donc, il y avait des relais qui faisaient le lien entre les malades et le système de santé et les centres de prise en charge. Donc, c'était aussi quelque chose de nouveau et qui a permis au système de comprendre l'intérêt de ces relais communautaires dans notre société. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé est en train d'essayer de mettre en place un système, une politique de santé communautaire pour vraiment contribuer à améliorer la population la santé de ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou bien qui ont des difficultés pour que le malade soit toujours auprès de son service de santé. Donc, en gros, un peu, c'est ça. Et par contre, les autres maladies, tous ceux qui avaient, en tout cas les malades qui avaient leur médecin personnel ont pu les contacter pendant cette période. Et c'est sûr que on n'avait pas les files d'attente. Les gens avaient peur. Il y avait la peur. Il y avait la COVID. Les gens avaient peur de s'infecter. Donc, aller à l'hôpital, c'était un peu difficile. Et il faut dire que les médias aussi ont contribué à
de fait parce que ça entraînait la peur. Les gens avaient peur. Donc, les gens disaient, je vais à l'hôpital, je vais peut-être attraper la COVID. Et au début, avec la mise en quarantaine et tout ça, il y a eu beaucoup de fake news, des fausses rumeurs. On a tout connu, quoi. Mais je ne pense pas que le système ait été paralysé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et ça a permis d'améliorer beaucoup de choses. Très bien, merci beaucoup Denise pour ta réponse et puis tes réponses multiples. Ça m'amène justement à d'autres questions. Notamment, tu as dit finalement que effectivement il y a beaucoup d'actions qui ont été faites à travers cette pandémie. Et tu as parlé des personnes qui vivent au jour le jour. Et là, cette question, je vais la poser surtout à Madame Sissou, qui, elle, est psychologue. Et finalement, j'aimerais savoir si, déjà, d'une part, il y a un accompagnement spécifique fait avec les personnes, en fait, avec les malades, notamment les personnes séropositives, les paludéens, etc. Et aussi, concernant le plan de le COVID, est-ce qu'il y a eu un accompagnement? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécifique ou une augmentation de vos patients, par exemple? Ok, merci. Merci pour les questions. Donc, je veux déjà dire que, en ce qui concerne la COVID, de façon générale, le ministère de la Santé a déployé des cellules de crise. Donc, on s'est retrouvé avec un peu plus de psychologues affectés dans des différents centres hospitaliers et dans des petits centres pour accompagner les personnes qui avaient besoin d'un soutien psychologique. Donc, aujourd'hui, on peut constater que si on va dans un centre de santé, on peut rencontrer un psychologue facilement. Donc, il y a déjà eu ce point-là qui a été quelque chose de bien qu'il faut encourager quand même. Il faut dire que le Covid aussi a fragilisé psychologiquement beaucoup de personnes parce que, comme Denise le disait, le fait de se retrouver confiné, les activités au ralenti, on a constaté quand même qu'il y avait déjà plus de cas de dépression, plus de troubles anxieux que d'habitude parce que il faut dire que les gens ont été surpris et le fait que ça passe en boucle dans les médias, ça fragilisait encore davantage certaines personnes. Et donc, il fallait que les psychologues soient là pour accompagner, pour assister, pour écouter, pour réassurer ces personnes-là qui étaient fragilisées par la COVID, mais ces personnes qui étaient aussi fragilisées par le ralentissement de leurs activités parce qu'effectivement, les personnes qui vivent le jour se sont retrouvées du jour au lendemain sans activité parce qu'on était dans le confinement. Et comment il faut subvenir à ses besoins, comment répondre aux besoins de la famille parce que c'est souvent des personnes qui ont toute une charge. Et donc, le fait de se retrouver sans activité quand même, il y a un stress qui est là. Et si on n'est pas bien encadré, on peut facilement sombrer dans la dépression. Mais les psychologues ont été déployés pour accompagner les personnes à traverser ou à vivre cette crise-là, si je peux le dire ainsi. Tu nous Est-ce entends? que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Ok, très bien. Mais merci, merci Christelle pour ta réponse qui a été effectivement ce que je salue. Et comme tu l'as dit, c'est justement l'augmentation des psychologues ou de cellules de soutien dans les centres de santé. Et alors, avant que je n'oublie, parce que j'ai noté quelques questions, c'est pour Madame, c'est pour Denise. Alors, vous avez parlé de relais communautaires qui a été mis en place. Et ces relais communautaires, finalement, ces relais communautaires, finalement, en quoi consistent-ils? Est-ce que ça concerne uniquement les séropositifs? Merci pour la question. D'abord, je voudrais relever que avant la COVID, la prise en charge du VIH-Sida avait déjà une organisation spécifique où les gens sont, dès que quelqu'un est séropositif, elle est prise en charge déjà de façon globale.
parce qu'elle est vue immédiatement par le psychologue avant même la mise sous traitement. Donc, il y avait déjà une organisation qui était là déjà. Et depuis quelques années, il y a le mouvement associatif qui a commencé au Gabon. Donc, il y a des associations qui travaillent, qui sont des associations des personnes vivant avec le VIH ou alors qui sont des associations qui luttent pour accompagner les personnes vivant avec le VIH. Donc, avec l'avènement de la COVID, ça s'est accentué, mais il y avait déjà un mouvement qui avait commencé parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui étaient déjà menées au sein des centres de prise en charge, qu'on appelle CTA, pour les personnes vivant avec le VIH, où il y a déjà vraiment toute une organisation. Et les personnes qui sont très affaiblies, par exemple, qui ne peuvent pas se déplacer, ce sont ces relais-là qui travaillaient avec les centres de prise en charge pour être en contact, donc soit pour leur apporter des médicaments, soit pour amener des vivres ou des choses comme ça, ou aider dans ce qu'on appelle les groupes de parole pour que ces gens-là ne soient pas complètement délaissés. Et on a vu qu'avec l'avènement de la COVID, ce mouvement a pris de l'ampleur. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc, ces relais-là ont été formés à la prise en charge communautaire. On leur a donné un certain nombre d'outils qui leur permettent donc aujourd'hui de travailler avec les structures de santé pour être auprès de ces malades-là, pour accompagner ces malades. D'accord. Merci beaucoup, Denise, pour la réponse que tu as apportée. Il y a Anthony Desbarros qui pose une question. Et il dit justement, cette surmédiatisation de la COVID n'a-t-elle pas été mal faite? Surmédiatisation qui, au lieu de rassurer les populations, elle a plutôt engendré une peur même du milieu hospitalier, comme disait Madame Aplogon. Mais tout à fait, tout à fait. C'est un fait qu'on a remarqué. Malheureusement, on n'a pas fait d'études autour de cette question, mais c'est un fait qui était là, qui a été remarqué. Parce que même aujourd'hui, la façon dont la communication est faite, c'est pas toujours rassurant. Parce que pour des professionnels de la santé qui savent ce que c'est différent des gens, du commun des mortels dans la population qui ne comprend pas toujours. Par exemple, je dirais, si on fait le lavage des mains, d'abord, pourquoi on doit se laver les mains? Est-ce que les gens ont vraiment cerné la raison pour laquelle on doit se laver les mains? Pourquoi il faut porter le masque? Parce qu'on voit, moi je travaille beaucoup à l'intérieur du pays, on voit que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut porter le masque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué dans la communication, en tout cas à mon sens. Mais la surmédiatisation, effectivement, ça a engendré de la peur chez certaines personnes. Et même auprès des personnels de santé, parce qu'au début, il y a plein de personnels de santé qui ne voulaient même pas rejoindre leur poste, parce que quand vous êtes à l'hôpital, vous ne savez pas qui vient, et vous ne savez pas qui est séropositif ou pas. Donc, les gens avaient un peu peur. Et les gens aussi s'étonnaient le temps que les équipements arrivent et tout. Le personnel se sentait un peu exposé et à raison ou à tort, il y a des gens qui ne voulaient pas s'exposer. Mais c'est des choses qui ont été vite rattrapées. Moi, je pense que le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, a fait un travail énorme et ils ont vite rattrapé les choses, organisé la prise en charge. Hein. Et c'était un peu difficile, surtout avec le balai des ambulances, avec les numéros qui ont été mis en place, les psychologues, courir à travers. Vraiment, c'était un travail harassant. Mais moi, je leur dis quand même le chapeau parce ce n'était pas parfait. Vous savez, nulle action n'est parfaite sur cette terre, mais en tout cas, ils ont réussi à freiner. On a bien vu la première vague de l'épidémie, que ça a été
elle a été bien freinée et on a vraiment, les mesures qui ont été prises ont été protectrices pour la population. Ok, très bien. Est-ce que Christelle, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça? Bon, ok, je voudrais juste dire que il faut dire que la COVID a eu des répercussions sur tout le monde, hein, comme Denise le disait, non seulement sur le personnel de santé, mais aussi sur la population. Mais il faut dire que la médiatisation, elle était faite sur tous les médias. Là, la surmédiatisation, c'était sur tous les médias. Et au départ, il faut dire qu'on n'a pas su gérer parce que l'information venait de tous les côtés et forcément, ça vient comme une violence en fait. C'était violent les informations qui nous sont parvenues de différents médias. Et forcément, quand il y a violence, il y a traumatisme, il y a forcément souffrance. Et donc, c'est automatiquement, on va constater quand même des cas de maladie mentale. Donc, maintenant, je crois, comme elle disait tout à l'heure, comme Denise disait tout à l'heure, le ministère s'est organisé avec les cellules de crise pour accompagner ces personnes-là parce qu'à cette période-là, on a reçu des patients qui venaient pour nous dire on ne dort plus, on est angoissé, mais c'est normal parce qu'on était en pleine crise. Et au départ, on ne savait même pas comment réagir. Donc, les choses ont été mises en place au fur et à mesure, pour accompagner les populations. Et vous voyez que maintenant, les gens ne sont même plus trop intéressés au niveau des médias par tout ce qui se fait sur la Covid. Maintenant, on essaie un peu de s'occuper, de penser à autre chose parce qu'on est dans le confinement, on est concentré sur nos écrans et ça parle de Covid ici, Covid ici, Covid ici. Bon, vous avez en permanence toute la journée des informations négatives, des informations choquantes. Automatiquement, il y a des répercussions sur le plan mental. Mais heureusement, la crise je peux dire que sur le plan psychologique, ça a été maîtrisé et aujourd'hui encore on est là, on accompagne, on assiste les populations, on est là, on écoute. Je crois que maintenant, on peut dire que ça va, ça s'améliore, ça va. Petit à petit. Et justement, voilà. on parle beaucoup de Covid, on en parle à toutes les sauces, sur tous les médias. Donc, j'ai bien compris au travers de vos interventions qu'on est clairement dans de la surmédiatisation. Maintenant, est-ce qu'on peut simplement rappeler aux auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, aux auditrices, finalement, qu'est-ce que c'est en fait le Covid et est-ce qu'aujourd'hui, on peut lister les effets aussi bien psychologiques que physiologiques? Parce qu'on a tendance, je pense, peut-être, on aurait tendance, on va rester sur le conditionnel, on aurait tendance peut-être un peu à tout mélanger, étant donné que les symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on a le palu, on peut l'avoir aussi, sont assez similaires, hein, des courbatures ou même quand on a une grippe. Alors, est-ce qu'on peut vraiment décrire qu'est-ce que le Covid et surtout quels sont les impacts, quels sont les effets sur le plan psychologique et physiologique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que professionnel de santé, vous êtes capable de nous dire comment est-ce qu'on peut définir ce virus et surtout, quels sont les effets probables sur le plan psychologique et physiologique? Juste pour qu'on soit clair avec ça. Bon. La COVID-19, c'est une grippe spéciale qui est elle est spéciale du fait que c'est d'abord une pandémie. C'est quoi une pandémie? C'est qu'elle touche beaucoup de monde avec une rapidité et ça touche tous les continents. Tout le monde entier a été touché. Donc, c'est ça qui lui donne son adjectif, son qualificatif de pandémie. Donc, ce n'est pas quelque chose de courant et on a vu des gens mourir parce qu'il y a aussi la gravité. Et je pense que c'est ça qui a entraîné aussi la panique. Parce qu'avant que la Covid n'arrive en Afrique, on a vu les dégâts en Chine, en Europe, donc un peu moins en Afrique, mais ça a quand même été une grande panique de voir cette grippe-là qui entraîne autant de dégâts. Bon, aujourd'hui, les gens, dès qu'on tousse un peu, mais il y a des signes spécifiques qui font penser, parce que c'est une grippe, ce sont des signes de la grippe, mais il y a des choses spécifiques qui font penser à la COVID, comme par exemple la perte de l'odorat, on ne sent plus rien, on n'a plus de goût, plus d'olfaction, donc les odeurs, on ne sent même plus, la nourriture n'a pas de goût parce qu'on ne la sent pas, il y a une fatigue extrême,
Et en fonction maintenant, on est dans l'ère des variants, et en fonction des variants aussi, il y a de nouveaux signes qui apparaissent. Et souvent même, il y a des gens qui ne présentent aucune manifestation particulière et qu'on découvre uniquement en faisant le test. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été découverts Covid positifs uniquement parce qu'ils voulaient voyager, ils sont allés faire le test. Donc, il y en a beaucoup qui sont restés chez eux et qui ont soigné leur grippe parce que quand la Covid est partie, on a dit oui, il y a eu des potions qu'on a diffusées partout sur le net. On cherchait donc les gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont soignés chez eux, qui ne sont pas allés faire leur test et qui sont certainement guéris de ça. Mais si on avait fait une étude pour voir qu'il y a des anticorps, on aurait vu au cours de cette période et même maintenant que beaucoup de gens ont des anticorps anti-Covid, mais et qui n'ont pas manifesté donc de signes particuliers. Et puis, il y a les personnes qui sont vulnérables, qui arrivent à l'hôpital dans un état gravissime et tout ça. Et ça, ce sont des choses qui ont entraîné la panique parce que d'habitude, on n'a pas vu autant de complications en même temps pendant une courte période. Donc, ce sont ces choses-là qui ont vraiment entraîné la panique. On voit des gens mourir, ils sont étouffés, ils n'arrivent plus à respirer. Mais sinon, la COVID, c'est une grippe, c'est une maladie respiratoire qui est particulière parce qu'elle atteint avec prédilection certaines fonctions, la fonction respiratoire, et qui donne des complications chez les gens qui sont déjà vulnérables. Ok. Voilà. Christelle? Sur le plan psychologique, puisque c'est vrai que le deuxième versant de la question, c'était est-ce qu'on peut vraiment lister ou pas du tout. Peut-être que tu en as déjà parlé. C'est vrai que j'ai du mal à entendre avec cette forte pluie qui est à Libreville, mais est-ce que, en tant que psychologue, on peut vraiment commencer à avoir des impacts ou du moins des effets psychologiques qui sont assez récurrents et qui pourraient être listés de manière à justement agencer l'accompagnement? D'accord. Ok, merci. Mais je veux dire que la maladie, quelle qu'elle soit, elle a forcément un impact sur le plan psychologique. Parce que lorsqu'on est malade, on associe souvent la maladie à l'idée de mort. Et donc, juste le fait de savoir qu'on est malade, ça nous angoisse. Ça, c'est une maladie simple, parfois comme le palu. Maintenant, dans les maladies chroniques, quand on nous diagnostique parfois, on va dire quoi, le diabète, l'hypertension, on est plus angoissé parce qu'on se dit, ah, la maladie est liée à la faim. Donc, forcément, je vais mourir. Mais on se retrouve en pleine crise. Donc, la pandémie, forcément, avec tout ce qu'il y a autour, comme on disait, toute la médiatisation qu'il y a eu autour, les symptômes, parfois on a vu nos proches partir. Donc, il y a forcément des répercussions sur le plan psychologique. Et effectivement, les cas les plus récurrents, comme je disais, on a constaté quand même qu'on avait un peu plus de cas de dépression que d'habitude. On a constaté qu'on avait plus de troubles anxieux. Du moins, c'est des troubles anxieux. On a aussi recensé des troubles de comportement d'allure schizophrénique. Mais tout ça en rapport avec la COVID. On a eu de plus en plus de cas qui venaient pour ces problèmes-là. Mais quand on écoutait l'histoire, on se rend compte que c'est lié à la COVID, au vécu même de la pandémie. Comment les gens ont pensé la maladie, comment elle a été mentalisée, comment ils le vivent. Voilà. Donc, forcément, il y a eu des répercussions sur le plan psychologique. Okay. Par rapport à ça, je voudrais aussi ajouter que sur le plan psychologique, il faut dire que la COVID, la gestion de la crise sanitaire il y a plusieurs composantes qui ont été mises en place. Et sur le plan psychologique, on a vu, par exemple, à la télé, des psychologues qui venaient intervenir pour expliquer telle ou telle chose. Mais nous sommes en fin d'année, c'est la période des bilans, et je pense qu'au niveau de tous les programmes de santé, y compris la COVID, le COPIL, je pense que là, on pourra d'ici un mois ou deux avoir un bilan sur tout ce qui a été fait, obtenu et les résultats qu'on a eus par rapport à telle composante psychologique ou la prise en charge médicale ou la partie prévention
etc., etc. Je pense que d'ici quelques mois, les gens sont en train de faire les bilans. On pourra avoir vraiment les résultats sur les impacts réels de la maladie d'ici quelques semaines. Et je pense qu'en lisant, il faut être à l'écoute et attendre que ces publications-là vont certainement arriver. D'accord. Merci Denise, merci Christelle. Alors j'ai une question, enfin il y a le panel, les interlocuteurs aussi qui posent énormément de questions justement. Il y a Jolene qui dit justement que la plupart des pays se sont lancés dans la recherche d'un vaccin anti-Covid. Savez-vous si le Gabon a alloué un budget dans la recherche d'un vaccin anti-Covid ou se contente-t-il seulement de consommer des vaccins rejetés par l'Union européenne? Bon, je ne vais pas m'avancer à donner une réponse, mais je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur la question, mais à ce jour, je n'ai pas lu de publication en rapport avec cela, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a le centre de recherche. Je sais que sur le virus, ils ont fait pas mal de recherches sur les variants et sur les mutations qui peuvent arriver et tout. Je sais qu'au centre de recherche, ils sont capables et ils ont fait des recherches même avant certains pays occidentaux. Ils avaient réussi à faire je ne voudrais pas dire de bêtises, en tout cas à reconnaître donc les virus, à les classer, etc. Je sais que ça se fait, mais ce sont des informations qui sont purement scientifiques et qui n'intéressent pas toujours la population. Il faut vraiment aller les chercher quand on est intéressé par la recherche. Mais ce sont des choses qui se font. Mais quant au vaccin, je ne pense pas qu'au niveau du Gabon, on ait un centre de recherche sur les médicaments qui fait de la recherche fondamentale sur les médicaments, pas que je sache. Je ne pense pas. Oui, la question est intéressante, d'autant plus, je me permets, d'autant plus que peut-être que si on avait un vaccin qui était propre au Gabon, les personnes, les Gabonais, la population gabonaise serait moins réticente à aller vers les centres de vaccination. Pourquoi aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer l'automédication quand on sait que, comme vous le dites, Madame Denise, tout a été fait, tout semble avoir été fait par le ministère de la Santé, le gouvernement. Mais comment expliquer que les gens soient toujours aussi réticents malgré tous les numéros qui ont été mis en place, malgré les cellules de crise, les accompagnements, les informations? Comment est-ce qu'on peut expliquer que quand même, il y ait une forte... parce qu'on verra les chiffres tout à l'heure au niveau de la population vaccinée. On n'a pas un fort taux de population vaccinée quand même. Comment on explique ça finalement? Est-ce que c'est l'absence d'un vaccin propre au Gabon ou est-ce que c'est vraiment parce que on minimise vraiment les effets de la Covid et on minimise même l'existence de cette maladie? Vous posez là une question intéressante, c'est une question de recherche. Justement, moi je pense qu'on pourrait aller vers les populations et poser ce type de questions pour savoir ce qu'ils pensent réellement. Parce que même si l'État quand même a mis beaucoup d'argent pour l'achat des vaccins, même si certains ont été offerts, mais l'État quand même a mis beaucoup d'argent dans cette maladie et dans l'achat des vaccins. Mais je reviens sur ce que je disais au départ, que les gens ont eu, il y a la peur. Et il n'y a pas, les médias, vous savez, aujourd'hui, le Gabon est très pénétré par comment dire, par le cellulaire, par les téléphones Android. Et les gens lisent les informations qui viennent de partout. Donc, là-dedans, nous avons les fake news, on a les informations réelles et tout ce qui se passe à l'étranger, les gens sont au courant. Et les gens lisent et ils se font leur propre opinion. Et d'autant plus que le président et le ministre de la Santé ont dit que la vaccination était obligatoire. Et les gens font leur analyse, ils mettent tout dans un panier, ils trient et ils disent « moi je me fais vacciner » ou « je ne me fais pas vacciner ». Je pense que c'est aussi simple que ça. Mais ce serait intéressant de faire une étude sociologique pour voir quelles sont les vraies raisons de ce manque d'engouement vers la vaccination. Ok, merci. Oui, merci Denise.
Christelle, vous aviez parlé tout à l'heure, je redis, enfin les termes qui m'ont un peu, interpellée. Vous avez parlé de dépression, de troubles anxieux, de traumatisme, de souffrance, etc. Et finalement, est-ce que les personnes du moins les patients qui viennent dans les cellules d'écoute, dans les centres de santé sur le plan psychologique, est-ce qu'ils avaient des antécédents psychiques ou psychologiques, ou est-ce que c'était des personnes dites saines au départ qui ont été vraiment impactées par cette peur de Covid qui a finalement créé ces troubles anxieux, ces troubles dépressifs, etc. Ok. Bon, je voudrais dire que, en fait, c'est pas seulement des personnes qui, au départ, étaient fragilisées, des personnes qu'on dirait déjà qu'elles étaient malades. Non, il y a des personnes qui, au départ, n'avaient aucun antécédent psychiatrique. Et puis, le fait juste de savoir que c'est une situation mondiale, c'est stressant, c'est violent, comme je disais tout à l'heure, ça peut affecter même celui qui se disait le plus fort. Donc, on n'a pas reçu seulement que ceux qui étaient déjà fragilisés ou ceux qui avaient déjà des antécédents. La pandémie a touché tout le monde, hein. Sur le plan psychologique, ça a touché ceux qu'on pourrait dire stables mentalement, et ceux qui avaient déjà des carences, ceux qui avaient déjà des fragilités. Donc, il n'y a pas eu de triage, il n'y a pas eu de choix, ça arrive comme ça. Et puis bon, mentalement, ça dépend de comment on prend l'information, comment on l'accepte et comment on vit. On vit avec cette information-là. Donc, c'est un peu de tout, en fait. Il n'y avait pas des cas spécifiques qui étaient prédisposés à avoir des traumatismes ou à vivre la dépression, ou des cas particuliers, mais c'est tout le monde, chacun selon sa fragilité, chacun selon sa sensibilité. Voilà. Oui, effectivement, hein, surtout que finalement, ça a changé en fait la façon de vivre de tout un chacun, malade ou pas malade. Et effectivement, c'est ça. Alors, il y a une personne qui avait également une question, c'est Karen, qui demande, en fait, avec ce que la pandémie nous a appris ou nous apprend, comment est-ce que le Gabon se prépare pour la prochaine pandémie ou les épidémies actuelles? Bon, les prochaines pandémies, non? Bon, le Gabon avait déjà eu, il y a quelques années, une épidémie d'Ebola. Donc, le Gabon avait l'expérience de ces épidémies-là. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils ont été aussi prompts. Parce que ce n'était pas la même chose, mais ils avaient déjà connu ces épidémies-là qu'ils ont gérées. Et ça leur a permis de réagir rapidement. Et ils avaient déjà préparé un document pour en cas d'épidémie, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des frontières, Donc, il y avait des documents qui étaient déjà en cours de préparation quand la COVID est arrivée. Donc, ces documents sont en cours évoluent en fonction des situations, mais je pense que la COVID a permis de mettre ces documents à jour et ils sont revus régulièrement pour voir comment les adapter aux nouvelles situations. Donc, pour revenir à ce qui est de la vaccination, donc, comme je disais que le vaccin n'étant pas obligatoire, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'intérêt d'aller se vacciner, qui pensent que depuis toujours, il y a des gens qui n'aiment pas la vaccination. Vous voyez, ça fait des années qu'on vaccine et la vaccination est gratuite chez les enfants, mais combien de personnes vont se faire vacciner? À plus forte raison, les adultes. Donc, je pense que ça va peut-être arriver peu à peu. Les gens lisent beaucoup et ils voient où est leur intérêt, ils analysent et ils voient leur intérêt. Et c'est peut-être ce qui explique que ces derniers temps, les gens acceptent d'aller se faire vacciner. Parce qu'on a vu que il y a quelques mois, le taux de vaccination était très bas. Et là, ça commence à augmenter progressivement. Mais je pense que c'est parce que les gens commencent à comprendre l'intérêt, où est leur intérêt. Donc,
voilà où on en est. Peut-être que dans un proche avenir, ces chiffres vont augmenter rapidement. Peut-être qu'on peut se retrouver à 50-60% de personnes vaccinées, mais ce sont des questions individuelles. Les gens voient où est leur intérêt. Ok, et j'aimerais revenir rapidement, vu qu'on est pris par le temps, hein, il est 21h50, il va nous rester 10 minutes ou tout au plus 15 minutes. J'aimerais revenir quand même sur un scandale qui a quand même fait beaucoup de bruit à Libreville concernant, au Gabon, on va dire, concernant les antirétroviraux périmés. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce scandale-là et la crise Covid? Parce que certains expliquent que effectivement, on pourrait faire un lien entre cette crise qu'il y a eu, ce scandale qu'il y a eu autour de ces antirétroviraux qui ont été partagés aux patients atteints de VIH qui étaient périmés et la crise Covid. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou vraiment on n'a pas nécessairement de lien qui puisse être fait entre ces deux phénomènes? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? C'est difficile, c'est possible parce que en général, les antirétroviraux sont commandés 2 fois par année. Il y a 2 commissions qui se réunissent et qui commandent. Le Gabon ne fabrique pas les antirétroviraux. Et quand les médicaments arrivent, entre le moment, parce que ce que vous savez dans le monde, quand les antirétroviraux, ce n'est pas comme les autres médicaments. Quand on commande, il y a des stocks. Il n'y a pas de stock natif. C'est à la commande que les gens souvent commandent la fabrication. Bon, entre le temps de la fabrication, le temps de faire les emballages, les envois et tout, et quand ça arrive, il y a toute une procédure pour faire sortir ces médicaments-là. C'est possible qu'il y en ait eu, peut-être que les gens n'ont pas fait attention lors de la réception, je ne sais pas trop. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas évalué et ce n'est pas facile de juger de quelque chose qu'on ne sait pas, quoi. Donc, il aurait fallu voir quel a été le circuit, comment c'est arrivé et pourquoi les médicaments, mais je ne pense pas que les gens aient distribué les médicaments périmés de façon vraiment de façon voilà, qu'il l'ait fait de façon consciente en disant que ces médicaments sont périmés, on les donne quand même. Je ne sais pas. Je ne pense pas que les gens, ce sont quand même des gens qui sont responsables. Je ne sais pas trop. Je ne peux pas répondre. N'ayant pas les éléments, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas. D'accord. Il semblerait que le Gabon soit en train souhaiterait en fait produire et vendre et commercialiser finalement ces antirétroviraux qu'il ne fabrique pas pour l'instant et que ce soit en discussion avec l'OMS. Donc, je pense que c'est encore en suspens et je me rattacherai à ce que vous dites, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas véritablement donner de réponse peut-être précise, mais certains considèrent qu'il y a eu un lien, que d'aucuns auraient quand même préféré donner des médicaments périmés plutôt que d'attendre que pallier à la pénurie, parce que de toute façon, ils n'avaient pas accès à des stocks, comme vous l'avez précisé. Je pense qu'on arrive vers la thématique numéro 3. On avait prévu des schémas, mais je pense que c'est aussi les aléas, on va dire, du direct. Et en plus, c'est notre première, nos premières interviews. Donc, je vais te laisser la parole, Jocelyne, pour que tu puisses demander finalement, déjà voir, est-ce qu'on a des questions de la part des internautes? Je ne sais pas, je n'ai pas accès. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, on a une question. Ton micro. J'oublie toujours. Je disais qu'avant de terminer, justement, j'aimerais proposer la question de Charles que je trouve quand même intéressante. Alors, il dit, pensez-vous que les moyens financiers ou logistiques sont-ils suffisamment déployés au Gabon pour gérer ce genre de pandémie et existe-t-il des inégalités entre les territoires gabonais? D'abord, il n'y a pas des territoires gabonais, il y a un territoire gabonais. Donc, le territoire gabonais, on a bien vu que, vous savez qu'au Gabon,
80% de la population vit dans les villes. Et que l'accès dans les campagnes est un peu difficile. Mais en général, les gens qui sont dans les grandes villes comme Libreville, Port-Gentil, Fonceville, Lambaréné sont mieux lotis que les autres, mais c'est à cause de leur population et où il y a plus de structures. Mais l'État octroie des budgets chaque année pour le fonctionnement de ces structures de santé. Et pour la COVID, on a bien vu à Libreville, à l'intérieur, au début de la COVID, il n'y avait pas d'appareil respiratoire, par exemple, pour la réanimation à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, si vous venez dans tous les hôpitaux régionaux, vous avez des appareils pour prendre en charge les respirateurs. Il y a en tout cas un matériel adéquat pour prendre en charge les gens dans les hôpitaux. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une inégalité. Je pense que il y a une équité qui est, le ministère en tout cas essaie d'être équitable, mais c'est en fonction des besoins, parce que les besoins de Libreville ne sont pas ceux de Fonceville ni de Lambaréné. Les populations ne sont pas les mêmes, les pathologies ne sont pas les mêmes. Donc, c'est en fonction, je pense qu'il y a une équité quand même qui existe. Bon, le pays traverse une situation difficile depuis quelques années où on a connu la réduction des budgets, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font et je pense que c'est louable. C'est louable. Mais on a aussi une population qui ne seront pas toujours... Les gens ne vont pas vers l'information. Ils attendent tout, donc, et c'est comme ça qu'ils acceptent les fake news, on leur raconte tout. Les gens ne vont jamais eux-mêmes vers l'information pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. On aime bien écouter le « on a dit », c'est ceci, c'est cela. Il y a quand même, tout n'est pas parfait, mais je pense que l'État fait quand même beaucoup de choses dans la santé. Et sans compter que, bon, on a aussi nos propres travers. On a aussi individuellement, les gens doivent quand même aussi reconnaître qu'ils ont parfois leur propre travail. Mais le ministère il fait déjà beaucoup. C'est peut-être pas assez, mais c'est déjà pas mal. Moi, j'ai voyagé dans pas mal de pays et je pense qu'on a tendance à beaucoup se plaindre dans notre pays. On se plaint beaucoup, mais les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Il y a quand même, ça il faut le dire, qu'il y a des choses que les gens ont ici qu'ailleurs ils n'ont pas la chance d'avoir. Il faut vraiment le reconnaître. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous avez dit que les gens ne vont pas vers les informations. Moi, je dirais plutôt aussi que, en fait, les gens ne vont pas vers la bonne information. Parce qu'effectivement, il y a les fake news, les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que ça crée de l'amalgame, en fait, chez tout le monde. Et pour terminer, parce que vu le temps, on a justement, qu'est-ce qu'on peut finalement, avec la discussion d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut finalement parler de surmédiatisation? Parce que tout au long de cette discussion, on a vu qu'effectivement, il y a eu quand même un impact, que la pandémie a eu un gros impact. Mais est-ce qu'on peut parler de surmédiatisation? Et en tant que professionnel de santé, et au regard donc de chacune de vos expériences personnelles et dans cette crise sanitaire, quels conseils donneriez-vous à la population pour faire justement face à cette crise? Bon, moi je pense que le service au ministère de la Santé, on a un service d'éducation pour la santé. Un service d'éducation pour la santé. Et je pense que ce service-là, bon, il est pas très riche, mais il fait ce qu'il peut. Je pense que
pourrait mieux faire et puis donner des informations. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des forats partout. Et il y a quelque chose que moi, je développe personnellement, c'est que nous avons, par exemple, un forum sur le VIH. Normalement, on ne devrait parler que de VIH dans ce forum, ou bien de palu. Mais quand vous allez là-bas, vous retrouvez de tout. Et les gens balancent les informations sur la COVID, les informations. Alors, tout le monde, on voit tout le monde. Finalement, les informations sur ces maladies-là, on ne les trouve pas. Il y a eu un forum sur le paludisme. On aimerait avoir les informations sur le paludisme, ce qui se passe sur le paludisme et tout le reste. Mais ce n'est pas le cas. Pour le sida, c'est la même chose. On voit, c'est des fourre-tout où on raconte les histoires personnelles, où on a. Ce sont pas. C'est pas le ministère de la Santé qui fait la surmédiatisation. C'est pas le ministère de la Santé, je pense. Et je pense que les gens devraient quand même être plus responsables et aller vers la bonne information et respecter quand même comment dire, les clauses. Si on a un forum, voilà, les médias doivent être vraiment spécialisés pour que les gens puissent avoir l'information qu'il faut là où il faut. Parce que souvent aussi, les gens ne savent pas où aller chercher ces informations. Parce que parfois, ils ont besoin d'une information, mais où la chercher? Ben, ils se contentent de ce qu'on leur balance sur les réseaux sociaux. Christelle? Ok. Par rapport à la question qui nous a été posée ce soir, je pense que je ne dirais pas que le système est paralysé, mais je dirais quand même qu'il a été affaibli par la surmédiatisation de la COVID, parce que la COVID est venue nous trouver, on n'avait pas une organisation très stable, et donc ça nous a davantage fragilisés. Et aujourd'hui encore, les populations sont réticentes parce que simplement les informations ne parviennent pas correctement à la population. Donc, on n'a pas la bonne information, on a l'information du quartier. Donc, déjà, il faut davantage sensibiliser les populations sur la COVID, sur la nécessité de faire le vaccin, toutes les questions qu'il y a autour du vaccin, parce que si les gens sont inquiets, il est difficile pour eux de s'engager vers la vaccination. Donc, il faut rassurer, il faut davantage informer. Je me réjouis aujourd'hui de ce que je suis là en tant que psychologue. Je voudrais dire que de façon générale, le psychologue n'est pas connu au Gabon, ça il faut le dire. Nous ne sommes pas très nombreux et on va dire qu'on a peu de personnes qui viennent vers nous parce qu'ils ne savent pas quel est le rôle du psychologue. Donc, il faut déjà intensifier la sensibilisation auprès des populations sur le rôle du psychologue. Généralement, quand vous dites vous êtes psychologue et vous travaillez en psychiatrie à Mélène, on dit « Ah, vous travaillez avec les fous, vous faites comment avec les fous ?» Je voudrais dire aux gens qu'en réalité, le psychologue n'est pas là pour les fous seulement, comme on le dit. Il est là pour la personne qui se dit normale, qui peut traverser une situation, qui peut avoir besoin d'une écoute dans un cadre particulier, une personne qui a subi un traumatisme, qui est en situation d'échec, en situation de deuil. Donc, un ensemble de situations qui peuvent emmener la personne à aller vers le psychologue. Donc, aujourd'hui, le coût de la consultation chez le psychologue est vraiment très, très bas. Je pense que ça, c'est un effort considérable que le ministère de la Santé a fait avec la CNAM-GS. Vraiment, aller chez le psychologue, ça ne coûte pratiquement rien du tout. Mais on constate quand même qu'aujourd'hui, on a peu de personnes qui viennent de façon générale. Donc, il faut davantage que le rôle du psychologue soit davantage vulgarisé auprès des populations, au lieu que les gens souffrent chez eux avec leurs pathologies, avec leurs angoisses et tout ce qu'il y a autour, mais que les professionnels de la santé mentale sont là. Donc, c'est important de le dire, c'est important de dire qu'il y a les psychologues aujourd'hui, il y a des psychologues pratiquement dans toutes les structures. Donc, si vous êtes proche de l'hôpital général, si vous êtes proche de Nzanyon, vous pouvez trouver un psychologue. Vous êtes à Ovendo, vous pouvez trouver un psychologue. Vous êtes à Ngonje, vous pouvez trouver un psychologue. Vous êtes dans la zone de Mélène, vous pouvez trouver un psychologue. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous assister, nous sommes là pour l'écoute. Donc, c'est important de le dire. Merci. Très, très belle note de fin.
C'est vraiment un très bon rappel et surtout une très belle information que vous venez de nous partager, Christelle. Et je m'en réjouis d'autant plus que c'est vrai que le psychologue est très mal perçu et surtout très mal connu en fait au Gabon et dans nos pays africains de façon générale. Et cela s'explique peut-être pour des raisons culturelles, mais bon, ça c'est vraiment un autre débat. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cet échange avec vous, cet échange très riche. De toute façon, je n'avais aucun doute sur la qualité de nos échanges. On a dû un peu improviser. Je trouve aussi que c'est ça la beauté du live, c'est qu'on s'adapte. Il y a des questions qui n'ont pas été posées, mais ce n'est pas grave. Je pense que l'essentiel a été dit. On retiendra beaucoup de choses parce que nous aussi, notre objectif en tant qu'institut, c'est vraiment de récupérer toutes ces informations qui ont été livrées ce soir de manière à les mettre sur papier et à en faire des rapports, à les enrichir avec des chiffres, avec des informations précises. Comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Aplogan, on attend vraiment avec impatience le rapport qui sortira, je pense, d'ici 2022, de manière à ce qu'on puisse vraiment se l'approprier et produire aussi le rapport sur la santé publique et cette question de Covid. Et que dire de plus? Simplement, très bonne fête de fin d'année. On est obligé encore de respecter les gestes barrières parce que malheureusement, ce virus est encore présent. Il y en a qui en pâtissent, que ce soit sur le plan physiologique que psychologique. Et je pense qu'à ce titre, on doit vraiment se protéger les uns les autres. La question de la vaccination est sensible. On ne l'a pas abordée aujourd'hui parce que ce n'était pas aussi le sujet, mais je pense que chacun doit agir en son âme et conscience et surtout aussi prendre ses dispositions de manière à ne pas se mettre en danger et mettre en danger les autres. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Madame Aplogan, d'avoir été avec nous, Docteur Aplogan. Merci, Docteur Sissou. Merci beaucoup vraiment pour ces échanges extrêmement riches. Nous tâcherons vraiment de vous recontacter pour vous faire parvenir ce rapport et pourquoi pas aussi vous faire contribuer à l'écriture de ce rapport parce que c'est ça, c'est vraiment ça l'objectif de l'Institut, c'est de partager des connaissances, c'est de confronter des idées, c'est cela. Donc, pareil. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.